Oh, ça va être un rapide passage de micro parce que le sondeur que je suis ne va pas s'apesantir. On va surtout avoir grand plaisir à vous écouter. Mais comme Véronique l'a dit, de BVA et moi-même, nous allons vous présenter en 1 ou 2 minutes, très rapidement, quelques éléments susceptibles d'introduire les différentes tables rondes. Et on va commencer par un malentendu que je suis ravi de pouvoir lever en disant que nous, BVA, nous sommes très heureux d'être partenaires de Changer d'air. Et que nous sommes d'autant plus heureux qu'on a beaucoup parlé de pessimisme. D'habitude, à travers les sondages que nous réalisons en France et plus encore au niveau international, nous sommes des porteurs de mauvaises nouvelles. Nous annonçons régulièrement que les Français sont presque, pour l'année dernière, mais les champions du monde du pessimisme. L'enquête que nous réalisons par exemple avec le réseau WinGalllup depuis de très nombreuses années maintenant situe à chaque fois la France dans les toutes dernières places mondiales en termes de confiance collective en l'avenir. Et quand on a l'occasion, avec mes collègues de BVA, de présenter ces résultats dans les médias, on en déduit très vite, trop vite, que les Français seraient d'indécrottables pessimistes ou qu'ils penseraient, qu'ils imagineraient que l'on vit moins bien en France qu'en Irak ou en Afghanistan, par exemple, qui font partie des pays d'enquête. Ce n'est évidemment pas du tout le cas. C'est simplement que les Français, un petit peu à l'instar de ce que disait très sévèrement Joël de Renet à propos des hommes politiques, et ce que disait Edgar Morin aussi, les Français pensent qu'ils bénéficient d'un système qui est formidable, qui est un trésor, sont très fiers de vivre dans leur pays, mais ont l'impression, ont un sentiment de déclin, ont l'impression que leurs hommes politiques n'ont pas suffisamment de courage. Et c'est ce qu'illustre d'ailleurs le sondage que nous avons réalisé pour le Forum Changer d'air et que vous retrouverez dans le journal Le Monde d'aujourd'hui, donc sorti hier après-midi, qui nous montre une première chose. D'abord, le fait d'être pessimiste sur l'avenir collectif, la capacité du pays, ça ne veut pas dire qu'on est malheureux. 81% des Français affirment être heureux dans leur vie. Si on détaille un petit peu, on se rendra compte que l'argent fait le bonheur et que plus on est riche, plus on est heureux. Et on verra tout un tas d'éléments dans le sondage intéressants. Mais enfin, globalement, on a affaire à un peuple français qui se déclare heureux. Deuxième élément, les Français se disent bien intégrés dans la société française. Presque 9 sur 10 le pensent, le jugent ainsi. Évidemment, on a des variables sociologiques très fortes qui vont jouer selon qu'on en a un emploi ou qu'on n'en a pas, selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Mais toutes les catégories de la population ont le sentiment d'être bien intégrées en France. Et enfin, les Français sont convaincus que l'on vit mieux en France que n'importe où ailleurs dans le monde. Là, on vous présente un chiffre, le 87%, quand on demande aux Français, par rapport à l'ensemble des pays du monde, ils sont 87% à penser qu'on vit mieux en France qu'ailleurs dans le monde. On a posé la question sur la zone Europe, par exemple, et sur par rapport aux États-Unis, et à chaque fois, on a près des 3/4 des Français qui nous disent « je vis mieux dans mon pays que n'importe où ailleurs dans le monde ». Donc voilà, je voulais en rester à ces 3 chiffres, amorcer pour vous le débat et les échanges sur ce thème de manager la complexité pour survivre et lever ce malentendu. Les Français sont pessimistes sur la capacité de leur politique à réformer les choses, à prendre la mesure des problèmes et à nous conduire dans la bonne direction. Ça ne signifie pas qu'ils n'aient aucune foi en l'avenir, ni qu'ils ne croient pas à une possibilité de changer d'air, justement. Je vous remercie. Merci Gaël. Alors, comment ça se passe dans l'entreprise, dans l'industrie pour changer? Comment on peut changer d'air? Comment faire bouger les choses en adaptant nos pratiques, nos modèles? Donc, je vais m'adresser d'abord à Geneviève Ferron. Je vous présente rapidement. Vous êtes associée d'un bureau d'études en ingénierie territoriale, Casabi. Vous êtes ex-directrice du développement durable et membre du comité exécutif du groupe Eiffage et pardon, oui, ça fait longtemps. Le ex était contenu en fait. Et ex-directrice du développement durable du groupe Veolia Environnement. Vous êtes auteur également d'un livre qui s'appelle Bienvenue en Transhumanie, voyage dans le futur de l'homme avec Jean-Didier Vincent, chez Grasset en 2011. On reviendra à ce sujet tout à l'heure. Donc pour vous Geneviève, pourquoi est-il si difficile de changer d'air localement et puis généralement dans l'industrie, dans les villes, dans les quartiers? Voilà, comment on peut faire? Alors, pourquoi c'est difficile? Alors c'est difficile parce que je pense qu'on vit sur une pente, enfin on vit sur un héritage qui s'est installé, le monde industriel, l'âge industriel, c'est 200 ans de sédimentation successive
sur lesquels nous nous sommes enracinés. Donc on s'y sent bien forcément, puisque c'est un référentiel qui maintenant, en plus, est étendu à l'ensemble de la planète. Donc c'est très ancien. Ensuite, c'est un monde très intégré. C'est-à-dire que pour qu'il y en ait un qui bouge quelque part, on s'aperçoit, n'en déplaise à certains qui souhaitent vivre un peu dans un sous-marin ou dans un réfrigérateur, que le monde est quand même très connecté. Donc on le voit bien d'ailleurs au niveau des négociations sur le climat pour passer l'économie ou l'industrie en mode low carbone, donc avec une faible intensité en émissions de gaz à effet de serre. Comment fait-on ? Est-ce que l'Europe, par exemple, peut décider, à supposer que l'Europe ait d'ailleurs une politique industrielle, ce qui n'est pas le cas, décider unilatéralement de s'imposer des quotas, etc., des technologies, passer aux énergies renouvelables? On voit bien que ce n'est pas possible. En tous les cas, on est dans une situation compliquée où le premier qui bouge est quasiment dans une posture sacrificielle. Moi, je suis vraiment frappée de ça. C'est-à-dire que le premier qui bouge va perdre pour que les autres puissent gagner. C'est peut-être un peu bizarre ce que je vous raconte, c'est un peu mystique, mais parfois on a ce sentiment que l'on s'observe et que personne n'a le mode d'emploi. Alors on n'a pas le mode d'emploi pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'on est dans une société très intégrée, parce qu'on n'a pas connu autre chose finalement que la magnificence de l'ère industrielle fossile. Et en plus, troisième chose, il faut bouger très très vite. C'est-à-dire que d'un coup, il faut être capable de sauter, d'enclencher l'instinct de survie, pour reprendre ce que disait Joël de René. Et l'instinct de survie, il n'est pas encore titillé, si je puis dire. On a encore l'impression on va encore pouvoir continuer à pousser les feux de cette économie fossile encore et encore. Et vous voyez bien que le débat sur les gaz de schiste est un débat très emblématique de cette volonté de maintenir un crépuscule fossile encore et encore, tout simplement parce que les investissements sont amortis, parce qu'on sait comment faire, parce que c'est une industrie qui repose sur des fondamentaux qui sont clairs, partagés, etc. Alors, pour une industrie, pour changer, il faut être extrêmement agile et avoir la capacité peut-être de partir seul ou de financer sa transformation. Mais on voit aujourd'hui que les mastodontes qui sont en train d'émerger sont ceux qui vont être, d'une certaine façon, qui vont gérer l'information. La société dans laquelle on va vivre va être une société d'information. Ceux qui vont avoir accès à l'information vont pouvoir la transporter, la transformer, la communiquer, la créer, vont être les champions du monde industriel du XXIe siècle. Nous sommes que carbone et information. Il faut être extrêmement humble. Donc on a d'un côté une industrie un peu archaïque qui a du mal à changer ses fondamentaux et donc de changer de modèle énergétique. Et c'est valable pour les villes, c'est valable pour les quartiers. Voilà. Mais j'observe une chose, c'est qu'il y a deux maintenant niveaux de gouvernance. C'est très intéressant d'ailleurs à regarder. Vous avez un niveau de gouvernance qui est un peu géopolitique, au niveau des grandes plaques comme l'Europe, l'Asie, les États-Unis, où on va pouvoir s'engager dans des politiques très volontaristes, ou pas d'ailleurs, en faveur de tel ou tel changement, notamment parce que l'énergie, la transition énergétique est vraiment le cœur du sujet. Et là, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il se dit, finalement, moi, le climat que nous aurons peut-être dans 50 ans, c'est les Chinois et les Indiens qui ont la clé. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau ? Et c'est un peu désespérant, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, cette impuissance, en fait, génère du déni et de l'agressivité. Donc, ce n'est pas très bon. L'échelon national est en train de disparaître. Moi, je pense notamment à des petits pays qui ne pèsent pas beaucoup. Par contre, il y a une appropriation de ces sujets au niveau local qui me paraît extrêmement fort dans les régions, dans les territoires, parce que c'est la bonne maille pour qu'il y ait une prise en charge, un engagement, à la fois parce qu'on peut s'engager sur le plan spatial, temporel et politique. Donc attention, les forces locales sont en train de se réveiller, de s'émanciper, et je crois qu'on devrait prêter attention à cette révolution, pour l'instant relativement silencieuse, mais quand on regarde, elle est bien réelle. Donc voilà. L'espoir vient du local, en fait. C'est ça. J'observe que les initiatives locales sont de plus en plus fortes. Alors, elles sont peut-être désordonnées, folkloriques aux yeux de certains, pas adoubées par les bonnes représentations, on va dire, politiques, etc. Mais néanmoins, c'est une effervescence qui est porteuse de sens et qui est porteur d'un désir de s'impliquer. D'accord. Je vais passer à Célia et Blanche, qui sont nos petites poussettes, parce qu'elles sont très très jeunes toutes les deux. Vous devez avoir 26, 27 ans.
Enfin bon, vous êtes jeune. 24. C'est pas donc décroissant, c'est ça? Non, du tout, mais je pense que là, la transition est assez intéressante avec le monde de la recherche et l'innovation. Blanche est plutôt une spécialiste de l'innovation, et puis Célia au bout. Vous travaillez beaucoup sur la recherche avec les chercheurs, vous essayez de faire émerger des communautés. Donc, je vais présenter quand même rapidement Célia, pour que tout le monde vous connaisse. Donc, vous êtes diplômée de l'ENS, de l'UPMC en neurosciences, Célia, en neurosciences cognitives et comportementales, et vous êtes community manager d'un réseau social scientifique. Vous voulez établir des ponts entre le monde de la recherche et la société, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et puis Blanche, vous êtes professeure à Mines ParisTech, vous travaillez sur la théorie de l'entreprise, les capacités d'innovation collective, les modes de gouvernance. Vous avez écrit avec Armand Hatchuel le livre « Refonder l'entreprise à la République des idées au seuil », un plaidoyer en faveur d'une conception de l'entreprise comme dynamique de solidarité et de création collective. Et votre livre a été récompensé par le prix académique de la recherche en management par le Syntec en 2012. Donc voilà, qu'est-ce que tout ça vous inspire? Comment on peut changer d'air de manière concrète par la recherche, grâce aux chercheurs, par l'innovation? Célia, peut-être? Oui, donc souvent on parle beaucoup donc, de connaissance, mais le souci de la connaissance, c'est qu'elle est encore cloisonnée. Et ça, on ne s'en rend pas compte, parce que dans la recherche est très fermée encore. Il faut savoir que pour les publications scientifiques, par exemple, si vous voulez accéder à des publications scientifiques, il faut payer. Alors comment voulez-vous faire pour accéder à ces connaissances de recherche, si tout est payant? Heureusement, il y a des systèmes pour ces connaissances comme Wikipédia qui, pour nous paraît complètement normal maintenant. Mais voilà. Et il n'y a pas cette conscience aujourd'hui par rapport à la recherche, de cette recherche qui est encore cloisonnée au niveau de ces connaissances qui sont dans cette recherche, et aussi ces chercheurs qui sont un peu en dehors de la société. On a encore cette impression qu'ils sont dans leur tour d'ivoire. Et voilà, la mission, j'ai un petit groupe, j'ai fondé des communautés locales, qui essaye d'ouvrir ça, de décloisonner la recherche et de montrer qu'il y a des chercheurs aussi qui ont envie de faire changer les choses. Donc ça, c'est un mouvement qui s'ouvre, qui s'appelle l'Open Science, donc la science ouverte. Et ce que je vous parlais tout à l'heure aussi par rapport aux publications scientifiques, c'est ce qu'on appelle l'Open Access, ou la publication libre scientifique. Donc c'est pour vous montrer qu'en recherche aussi, il y a des choses à faire, et beaucoup de choses à faire, et qu'il y a des jeunes. J'ai créé un groupe qui s'appelle Hack Your PhD, donc PhD pour le doctorat, hack, cette idée de changer, de bidouiller, de aussi contourner les problèmes. Et c'est ça, cette idée. C'est en local, essayer d'agir, de faire différemment. Et peut-être qu'avec cette effervescence locale qui font changer les choses, les pratiques de la recherche actuelle, on va peut-être pouvoir faire changer les choses au niveau global. Donc ça rejoint tout à fait les idées qu'on a eues ce matin. Mais voilà, il ne faut pas oublier aussi ce monde de la recherche. Et avant tout, l'ouvrir et le décloisonner permettra aussi d'ouvrir les connaissances. Voilà. Merci. Blanche, vous travaillez beaucoup sur la refondation de l'entreprise et l'innovation. Alors pour vous, c'est quoi l'entreprise de demain et comment on peut refonder l'entreprise? Alors effectivement, je suis chercheur moi-même, j'espère ne pas être trop déconnectée de la société. Quand on pense l'entreprise de demain, puisqu'effectivement c'est mon terrain de recherche, ce dont on rêve en tout cas, et le forum je pense en a une bonne illustration, c'est une entreprise qui soit capable de développer des emplois, donc efficace d'un point de vue économique, mais aussi capable de créer une croissance de qualité, c'est-à-dire aussi de gérer par exemple la transition écologique, de dynamiser la création, notamment la création numérique, qui soit capable de changer nos modes de vie, d'adresser les grands défis internationaux actuels, traiter la faim dans le monde, etc. etc. Or aujourd'hui, voilà, on est dans une crise, notamment une crise de l'entreprise, et on voit que, pourquoi ce n'est pas possible? C'est la question en fait qui nous anime dans le laboratoire dans lequel je travaille avec Armand Hatchuel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise, justement, quand on en parle, on y voit plutôt effectivement un creuset des inégalités salariales, on y voit des dommages écologiques majeurs, malgré effectivement des efforts qui peuvent être déployés dans un certain nombre d'entreprises, et il y a une délégitimation de l'entreprise, et effectivement, on oppose quasiment le monde de l'entreprise avec effectivement les nouvelles générations, le numérique, quelque chose de plus ouvert, de plus transversal. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel désaveu? Et il me semble, alors il y a tout un tas de raisons, financiarisation, mondialisation, etc. Il y a une dimension sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté, qui me semble majeure aujourd'hui, et qui nous permettrait peut-être de changer d'air, c'est de comprendre à quel point la théorie, je vais peut-être exagérer un petit peu, mais la représentation que l'on a de l'entreprise nous a fourvoyés. Notamment parce que ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est que l'entreprise, c'est un agent économique
qui est destiné à faire du profit, pour aller très vite. La microéconomie pose cette base-là. Or, en fait, ce faisant, et ce n'est pas du tout pour dire que l'entreprise ne doit pas faire de profit, mais ce faisant, en fait, on assimile tous les agents économiques, le marchand, la société commerciale qui date de l'Antiquité, avec cette notion d'entreprise. Et on fait une erreur historique grave, puisque l'entreprise, en fait, elle est née tardivement. Effectivement, le monde industriel est assez ancien, mais l'entreprise, et notamment, peut-être que ça peut vous surprendre, mais le contrat de travail est né à la fin du 19e. Pourquoi ? Précisément parce qu'on avait besoin d'organiser l'innovation et de penser les dispositifs de création collective. Et l'entreprise, elle a eu besoin de penser un collectif et d'associer des salariés à son devenir. Pourquoi ? Parce que pour explorer des dispositifs nouveaux, aller développer des nouvelles technologies, on ne peut plus faire appel à des freelances ou à des fournisseurs. On a besoin en fait de dire aux gens, venez travailler sur un projet pour lesquels nous n'avons pas les compétences, vous n'avez pas les compétences, il va falloir qu'on les développe. Et donc, voilà, pour chercher une nouvelle molécule pour travailler sur tel médicament, il faut explorer plusieurs hypothèses. Et donc, si toi, tu travailles sur telle hypothèse, tu vas devenir spécialiste de la polymérisation. Si l'hypothèse n'est pas la bonne, ce ne sera pas ta faute, ce sera une responsabilité collective et on a besoin de penser la solidarité qui va avec. Cette représentation de l'entreprise, qui me semble en fait historiquement beaucoup plus fondée, n'a pas été protégée. Et aujourd'hui, on est resté dans un cadre à la fois théorique et juridique qui n'a absolument pas pensé la protection de cette dynamique de création collective. Et ça peut vous surprendre, je finirai là-dessus, mais aujourd'hui, par exemple, il n'y a nulle part dans le droit la notion d'entreprise et un dispositif. Ce qu'on a en droit aujourd'hui, c'est le droit des sociétés qui relève du droit du commerce et qui a un droit bien antérieur. Le commerce et l'histoire du marchand et les relations, le droit, vous voyez, qui organise les relations commerciales, ça remonte à l'Antiquité. Par contre, nulle part aujourd'hui en droit, et on a de l'autre côté le droit du travail. Mais comment en fait penser, et je pense que c'est essentiel pour les nouvelles technologies et le numérique, il nous faut aujourd'hui protéger les dynamiques de création collective et penser à un droit de l'entreprise nouveau. Donc il faut penser l'entreprise, lui redonner sa place. Joël, je vous passe la parole tout de suite. Si, j'ai une question particulière en réaction à Blanche. Donc redonner sa place à l'entreprise et aussi l'instaurer comme en droit de coopération également. Donc Joël, à propos de coopération, de solidarité, d'échange, de systèmes innovants aussi, ce sont évidemment des mots qui vous inspirent. Comment vous réagissez là-dessus ? Ça m'inspire beaucoup parce que je pense que la complexité dont nous parlions tout à l'heure, pour la manager, puisque c'est un peu le thème de cette table ronde, il faut que nous apprenions ensemble, et c'est un mot que j'utilise souvent, à surfer la vie. C'est-à-dire, pourquoi ce terme bizarre ? D'abord, on l'emploie de plus en plus, surfer dans les sondages, surfer sur l'opinion publique, tel homme politique est un surfeur. Pourquoi ? Parce que le surf, c'est lié au déterminisme et à la liberté. C'est-à-dire que la vague est déterminée par un phénomène météorologique, mais le surfeur qui sait où elle va briser, qui la connaît, qui a la technique, il va la prendre, comme on dit, et être libre sur cette vague. Il peut faire un cutback, un roller, un kick-out, et donc en sortir et rester dessus. Et contrairement à ce que l'on pense, le surfeur n'est pas en équilibre. On dit, regardez, c'est extraordinaire, il se tient debout, elle se tient debout, elle est en... Non, il est en déséquilibre contrôlé, milliseconde par milliseconde. Et il corrige les écarts à l'équilibre. La vie est un flux. La vie est une vague. Sur cette vague, nous sommes en train d'essayer de corriger des déséquilibres. Donc, il faut en prendre conscience. Il faut savoir si nous avons un écart à l'équilibre et le ramener dans la norme, non pas une norme statique, mais une norme dynamique qui permet d'évoluer, de co-créer, de changer et de marcher ensemble. Donc, cette métaphore du surf, je la crois assez importante pour changer d'air. Et je pense qu'à cette métaphore du surf est liée aussi cette notion ce qu'on appelle de plus en plus maintenant le live streaming, le flow, le flux de la vie, que la NetGen sait utiliser tellement bien, chère Célia, vous toutes. C'est-à-dire le live streaming, c'est à la fois extrêmement positif parce que le passé, le présent et le futur, grâce aux moteurs de recherche, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter et compagnie, permet de se tenir au courant constamment et d'échanger les uns avec les autres. Comme je le disais tout à l'heure, on passe de la société de l'information à la société de la recommandation. Mais il y a un danger, malgré cet avantage, c'est que quand on est pris dans le live streaming, on est pris dans le temps réel, on est pris dans l'immédiat, on est pris dans le courant. Et on a besoin aussi de se raccrocher au bord, se raccrocher aux branches pour aller sur le rivage, faire un pique-nique, parler aux autres.
réfléchir à des valeurs. Et c'est là où je pense qu'on en parlera certainement dans le cadre de cette table ronde. Les valeurs pour changer d'air sont fondamentales. Sinon, on ne fait que répliquer les pépins de la pomme plutôt que de planter un arbre qui donnera des nouvelles pommes. Changer d'air, c'est aussi ça. C'est pas répliquer des systèmes usés, et comme l'a dit Geneviève et comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est de créer des nouveaux modèles de vie ensemble avec des valeurs. Je vois un petit dessin passer. Merci Joël. Je rappelle que Joël a écrit Surfer la vie. C'est le nom de son dernier livre. C'est pas un livre sur le surf, c'est un livre Non, c'est un livre politique. Sur les valeurs, politiques, philosophiques, qui est paru aux éditions LLL l'année dernière. Merci Éric Grelet pour ces petits dessins en direct. Alors j'ai un petit peu de mal à voir. J'ai déjà fait la moitié du chemin. Bon, j'ai vu passer quelques tweets. N'hésitez pas à envoyer vos réactions sur hashtag FCE. Merci. Geneviève, vous vouliez ajouter un mot à propos des valeurs? Effectivement, c'est très très important, mais peut-être vous vouliez évoquer autre chose. Je voulais juste rapidement, ce que me suggèrent les commentaires, c'est que quand on parle de modèle industriel et comment protéger la création collaborative, il y a en ce moment des mots qui reviennent en boucle, qui sont les mots d'économie circulaire, d'écologie industrielle. Et on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'il y a derrière, mais on a l'impression que c'est une sorte de corde qui nous est tendue pour peut-être passer dans une autre dimension. Je veux simplement préciser une chose, c'est que les modèles d'économie circulaire, alors pour parler d'économie circulaire, c'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme, ton déchet devient ma ressource, et on a une analyse extrêmement fine des besoins en amont pour réduire déjà la matière que l'on va utiliser et de façon à produire au mieux, au plus juste, et de donner une autre vie aux sous-produits que l'on va générer dans le cycle de la fabrication. C'est quelque chose qui est technologiquement faisable. Je veux dire, préciser une chose. Moi, je vais revenir aux valeurs. C'est faisable. Il n'y a pas... Mais c'est souvent, on ne le fait pas pour une raison simple, c'est parce qu'on est extrêmement cloisonné, qu'on ne se pose aucune question relative à l'analyse du cycle de vie du produit ou du service, et qu'on préfère raisonner en saucissonnant dans une approche extrêmement linéaire. Et donc, si on pense que l'on pourra changer d'air ou de modèle industriel avec ces mots dont j'espère qu'ils ne seront pas uniquement de la pensée magique, il faut vraiment penser solidarité. Voilà. Et quand j'entends écologie industrielle, l'image qui me vient, donc c'est pas du surf, mais c'est du rugby. Mais c'est du rugby, c'est-à-dire il faut jouer collectif et tout le monde à sa place. Les petits, les grands, les rapides, les moins rapides, etc. Enfin, je ne suis pas une pro du rugby moi-même. Mais voilà, ce sont des valeurs. C'est un choix de société, c'est un choix d'organisation, de transmission. Et à quelle position je me place pour que tous, collectivement, nous puissions gagner. Voilà. Donc attention, on n'est pas là dans une technologie qui un jour peut-être nous sera révélée comme la fusion nucléaire. Non. On peut aujourd'hui déjà aller dans ce sens, mais on ne le fait pas parce qu'on est extrêmement cloisonné, avec des habitudes de travail, de transmission d'informations, où chacun garde les cartes très près de lui. Voilà. Ouais, je pense que Joël va dire un mot. Juste une information, c'est une information complémentaire sur ce qu'a dit Geneviève pour vous, puisqu'on est là pour trouver des solutions concrètes pour changer d'air. Je vais citer Søren Erkman. Søren Erkman est un visionnaire de l'écologie industrielle. Industrial Ecology, son livre connu dans le monde entier. Et Søren Erkman est à Lausanne et il a une épouse indienne. Il va entre Bangalore et la Suisse tout le temps. Et il a écrit ce livre extraordinaire qui montre, comme le disait Geneviève, comment les outputs des uns peuvent être les inputs des autres, des ressources. Et donc, on sort de cette linéarité industrielle pour rentrer dans la causalité circulaire qui est le propre du feedback et le propre du management de la complexité, finalement. Célia, vous n'avez pas de micro. Voilà. Il manque des micros. Donc moi, ça m'évoque beaucoup de choses et j'ai plusieurs exemples à donner surtout. Déjà, le livre Surfer la vie, je l'ai lu et ça m'a beaucoup inspiré l'année dernière quand je l'ai lu, en écho à autre chose que j'ai découvert et dont je fais partie maintenant, qui s'appelle WeShare, qui est un collectif au niveau de l'économie collaborative, et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de WeShare qui sont présentes aussi. Donc l'économie collaborative, il y en a qui en parleront beaucoup mieux que moi, mais c'est cette idée de produire, de consommer différemment, de trouver des alternatives. Et le livre de Joël de Ronet
plus cette découverte de WeShare qui a vraiment mis en place un mode d'organisation différent, ce mode d'organisation complètement horizontal où chacun collabore et c'est vraiment utilise des outils collaboratifs et va loin parce qu'il s'adapte vite et peut progresser très vite. Et voilà, c'est des exemples concrets comme ça, des choses qui se mettent en place. WeShare a vraiment s'est développé à une vitesse folle en 1 an. Et Hack Your PhD, ce petit groupe que j'ai créé, vraiment s'inspire de toutes ces idées-là et met vraiment ces valeurs au centre. Parce que c'est ces valeurs-là de partage, d'ouverture, de transparence qui font avancer les personnes et qui leur donnent vraiment cette motivation et cet engagement commun. Et ce que je voulais rajouter au niveau outils, c'est vrai que on surfe sur la vague aussi, on surfe sur la vague du numérique, Twitter, Facebook, ou d'autres outils, des outils comme de documents collaboratifs où on écrit à plusieurs, nous permet vraiment de créer des liens, c'est-à-dire qu'on crée des liens en local, mais on peut aussi communiquer avec des personnes qui sont loin et se regrouper comme ça autour de ces mêmes valeurs. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de communiquer avec des personnes qui sont aux États-Unis. Donc voilà, on peut partager comme ça et se regrouper ensemble autour de ces valeurs. Donc moi, c'est au niveau de la recherche ouverte, transparente et collaborative. Et voilà. Et aussi, on a besoin donc de moments forts, de moments où on se retrouve, donc d'événements vraiment réels, comme ça peut être une conférence aujourd'hui, ou WeShare qui a organisé un festival sur 3 jours en mai dernier, où on se retrouve tous. Et ces échanges aussi, là, en temps vraiment sur le moment, sont très importants. Même si y a toujours ce lien numérique qui est présent, où on échange le compte Twitter pour pouvoir continuer les échanges après. Donc on est dans ce flux aussi, vraiment cette temporalité, l'avant, l'après, tout est mélangé. Et ce travail collaboratif vraiment permet d'aller très très vite. Par exemple, moi je viens de lancer une campagne de crowdfunding, c'est du socio-financement. C'est les Québécois qui appellent ça comme ça. J'ai découvert ça récemment. Et voilà, c'est un projet que j'ai fait à plusieurs, c'est-à-dire qu'on a mis les idées à plusieurs de ce qu'on allait faire. C'est un web documentaire qu'on est en train de monter. Et il y avait besoin d'une traduction, donc on fait une première traduction, puis les Anglais, les anglophones la traduisent, et on avance beaucoup plus vite comme ça. Et ça permet vraiment de faire des merveilles et de s'adapter aussi à la vitesse qu'on a besoin aujourd'hui. Voilà. Une nouvelle façon de financer les projets, effectivement, quel qu'il soit, le crowdfunding, c'est vraiment fantastique. Ça, c'est une action concrète qu'on peut faire. Nous aussi, au Forum Changer d'air, on va poursuivre les discussions, on en reparlera plus tard, mais sur le site, sur Internet, dans les réseaux partenaires. Donc l'idée, c'est de se voir aussi physiquement et de continuer en parallèle, et les jeunes font ça très très bien. Il n'y a pas de coupure, c'est l'immédiateté, c'est la permanence. Blanche, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Peut-être un petit mot, juste peut-être en complément effectivement de ce qui vient d'être dit, parce que effectivement on constate qu'il y a des nouveaux modèles d'organisation qui apparaissent basés sur la décentralisation, le collaboratif, le transversal, et je pense que c'est très important, notamment aujourd'hui, la capacité à développer les potentiels individuels, à miser sur le talent des individus, à les aider à s'épanouir et participer à une dynamique de création collective me semble indispensable. Et en même temps, il faut constater aussi, il faut rappeler que ce n'est pas forcément incompatible d'une forme d'organisation collective. Et il peut y avoir des formes très variées d'organisation. Mais j'insiste encore sur le fait que souvent, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, pour le dire très rapidement, et que la dimension, alors je ne sais pas quel mot adopter, mais la dimension, je dirais, managériale peut être aussi essentielle pour ne pas faire essentiellement reposer les résultats, les performances sur les épaules des individus. On constate aussi, par exemple, qu'aujourd'hui, le stress au travail, etc., peut être justement un défaut du management et de la capacité à construire des stratégies collectives, à ce que quelqu'un les porte, les assume, et qu'il y ait justement une forme de solidarité derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble qu'une des difficultés auxquelles on a à faire face, c'est justement de faire penser ou de laisser croire qu'effectivement, on va pouvoir, en laissant les individus agir et en cherchant à les responsabiliser, en laissant les objectifs portés individuellement, changer le monde. Il me semble qu'au contraire, on a besoin, plus on va dans l'inconnu, et ça, il y a des théoriciens de l'inconnu qui en parlent beaucoup, plus on veut développer des stratégies totalement inédites, plus on va avoir besoin justement de se dire, il nous faut coordonner nos efforts, coordonner nos apprentissages et gérer toutes les implications que cela peut avoir. Et pour cela, effectivement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à des modèles. Il me semble que c'est retrouver les fondements de l'entreprise même. Mais voilà, il ne faut pas non plus négliger entièrement cette capacité d'organisation. Et du coup, l'idée
Oui, il me semble que, pour aller en un mot et le dire de manière très schématique, on a souvent tendance justement à critiquer beaucoup, notamment grâce aux nouvelles technologies, la forme hiérarchique. Mais encore une fois, il peut y avoir des travers, j'en conviens largement. Mais il ne faut pas oublier par ailleurs que cette forme, notamment l'idée même de subordination, c'est qu'on adhère à un projet collectif dont on ne peut pas encore anticiper les conséquences. Et on adhère, du coup, on confie le développement de notre potentiel à plusieurs, à un responsable, qu'on va considérer comme responsable et qu'on juge être le plus à même de conduire cette stratégie d'innovation collective. Et du coup, derrière, par contre, effectivement, il faut absolument des règles de solidarité. Oui, une légitimité qui vient du bas, en fait, finalement, pour les dirigeants. J'ai une question Twitter qui précède justement la question que je voulais vous poser, peut-être plus particulièrement à Joël de René. Pourquoi les politiques et les décideurs industriels n'appliquent pas ces actions que vous proposez ? On l'a un petit peu dit tout à l'heure, Edgar Morin l'a très bien dit dans son intervention, ils sont enfermés dans une logique et dans une culture. Et pour résumer un peu ce qui vient d'être dit par Blanche et par Célia, j'ai une petite phrase un peu lapidaire. Je crois qu'il faut préférer la pratique solidaire de l'intelligence collective à l'exercice solitaire du pouvoir électif. Bien sûr, on a besoin d'une démocratie représentative, c'est évident, on ne va pas aller contre. Mais la démocratie participative, elle est en train de naître de partout. Et donc, à la base de tout cela, et c'est un peu un mot sous-jacent de ce qui a été dit aussi, et ce que Geneviève a dit, et j'aimerais bien qu'elle reprenne le relais là-dessus, peut-être pour le plan de l'entreprise, c'est l'innovation. On entend parler partout, le changement d'air ne peut venir, et la croissance, que de l'innovation. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce terme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'innovation, ça apparaît comme quelque chose qui arrive au bout d'une certaine séquence linéaire. Recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche-développement, mise au point industrielle, découverte, invention, innovation. On voit ça de manière séquentielle et on se concentre sur l'innovation en cherchant la pépite dans laquelle il va falloir investir dans une case pour que l'innovation... Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on ne devrait plus parler d'innovation, mais de systèmes innovants qui impliquent des choses très différentes. Quelques exemples. Est-ce qu'Internet est une innovation ? Vous faites un micro-sondage, oui. C'est une innovation. Non, c'est un système innovant qui est fait de télécommunications, de TCP/IP, de browsers, de moteurs de recherche, d'usagers. Est-ce que le GPS qui conduit votre voiture est une innovation ? Non, c'est un système innovant. Il y a un satellite, il y a le fait qu'on reconnaît votre voiture et pas celle d'à côté, il y a un écran tactile. Question, est-ce que le post-it, c'est une innovation ? Ah oui, c'est une innovation. Non. C'est un système innovant, c'est un papier jaune qui ne colle pas, qu'on peut coller sur les murs dans un environnement de bureau, etc. Donc, il faut penser système innovant. Pourquoi c'est important ? Parce qu'à ce moment-là, on en revient, pour changer d'air, à la notion de convergence des secteurs, à la multidimensionnalité, à trouver des filons dans lesquels il y aura des pépites, qui résultent même de la convergence interdisciplinaire, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, comme dirait Edgar Morin, de différents secteurs. Et là, une fois qu'on les a identifiés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Financer massivement celui-là plutôt que celui-là ? On retombe dans cette vieille notion française des filières, terme intraduisible en anglais. Et on retombe dans cette notion de filière. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est catalyser, encore une fois, ce mot qu'on a tous prononcé plusieurs fois, c'est catalyser les systèmes innovants pour que émerge un changement de société. On a entendu une petite musique tout à l'heure, ça nous signale que dans moins de 5 minutes maintenant, on doit terminer et clore. Donc Geneviève, un petit mot pour terminer, puis Blanche et Célia, rapidement, une phrase. Je pense on est à une époque très intéressante parce que on a suffisamment aujourd'hui engrangé de connaissances et on est quand même une espèce relativement vaillante, pessimiste ou optimiste, je ne sais pas, mais vaillante puisque on règne quand même à la surface de la Terre sans partage. Donc on a emmagasiné suffisamment de connaissances et on a mis la Terre en coupe réglée. Et se pose aujourd'hui la question de tout ce qui reste encore à conquérir. Mais ce qui reste encore à conquérir, là la question éthique ou la question des valeurs se pose, pourquoi faire ? Parce que si c'est une fuite en avant, si c'est un forçage technologique qui va nous permettre peut-être d'avoir des capacités cognitives augmentées, etc., ça sera très bien. Mais si c'est individuellement, à des fins finalement relativement, presque égoïstes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Toute cette science qui est encore devant nous, toutes ces forces d'innovation qui sont devant nous, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et pourquoi ?
Et ce projet, on est vraiment à l'articulation, parce que ça peut basculer dans le grand n'importe quoi. Voilà. Donc, et on voit bien d'ailleurs que les forces de rappel qui sont à l'œuvre, avec toutes ces valeurs de transparence, de solidarité collective, tous ces mots que la jeunesse porte aujourd'hui, ce sont des mots, moi, qui suis plutôt du côté de la génération qui n'est pas forcément très fière de ce qu'elle laisse à ceux qui sont plus jeunes. Je me dis, j'espère qu'ils vont réussir à les transmettre, à les installer. Voilà. Parce que ce qu'on voit vraiment en principe de réalité oblige, on voit quand même que le monde du travail, le monde politique, est quand même fait de cloisonnement, de déni, de cécité et de lâcheté. Voilà. Merci Geneviève. Blanche, un petit mot. C'est là. Oui. Ceux qui veulent tweeter, juste pour un plan technique, vous avez vu qu'on peut tweeter sur #FCE. Pour ceux qui veulent me tweeter, éventuellement poser des questions sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais vous répondre. Il y a déjà pas mal de questions. Albert de Pétigny, merci beaucoup. Lorraine Castor aussi. Donc c'est @derené Joël, tout attaché. Merci Joël. Je vais juste peut-être apporter une touche, un petit peu d'optimisme. Alors, je suis totalement d'accord avec Joël de René quand il dit effectivement le terme innovation, c'est s'intéresser aux résultats d'un processus. Et en fait, dans mon laboratoire, on essaye plutôt de proposer le terme de conception pour parler du point de départ. C'est-à-dire, quand on commence à concevoir, on parle justement d'objets. Alors, mes collègues disent un très beau terme, je trouve, on parle d'inconnu désirable. Et en fait, l'enjeu, c'est ça, c'est de se mettre d'accord et de pouvoir se coordonner autour de ce que l'on ne connaît pas encore, de ce qui est encore un inconnu, et en même temps quelque chose que l'on peut désirer collectivement. Et alors, de ce point de vue-là, il me semble que l'un des grands enjeux, et je reviens sur cette idée d'un droit, c'est-à-dire quelle est la gouvernance pour qu'on puisse décider ensemble aussi de ce qui est désirable. Alors, une petite note d'espoir, c'est que justement, en travaillant sur ces questions, on s'aperçoit qu'il se passe beaucoup de choses, et notamment aux États-Unis, je finirai juste là-dessus, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, mais il y a des innovations juridiques qui sont a priori totalement marginales, pourrait-on dire, mais qui en même temps peuvent changer beaucoup de choses. Ça consiste à dire, il y a des sociétés, notamment ça a commencé en Californie autour des clean tech et des nouvelles technologies, dire une société anonyme, ce que vous connaissez, peut ne pas simplement s'inscrire de manière classique, mais inscrire dans ses statuts qu'elle peut chercher à faire du profit, mais que ça ne c'est pas le seul objet, et qu'il peut y avoir une finalité, un purpose. Alors, je ne sais pas exactement comment traduire une mission particulière. Et je crois qu'inscrire au cœur des instances économiques la possibilité de se dire on veut poursuivre tel objectif et de se donner du coup la possibilité d'une gouvernance, c'est-à-dire d'en discuter, de l'évaluer et de se réajuster, d'engager en fait les différentes parties autour de cette mission, me semble être effectivement une des promesses pour la suite. Merci Blanche. Célia, en 2 phrases. Alors, pour rebondir juste au niveau des entreprises, je pense qu'aussi les jeunes changent d'avis sur les entreprises. On voit que c'est nécessaire d'avoir un modèle économique pour pouvoir vivre, mais qu'il y a cette idée aussi, l'entreprise est quelque chose où on a cette finalité qui est nécessaire. Donc je pense que ça évolue, on évolue au niveau mentalité. Et juste par rapport à l'innovation et ces systèmes innovants, pour moi, c'est l'importance de ces écosystèmes aussi qu'on a en recherche et qui, par rapport à la recherche, qui mélangent aussi d'autres personnes qui ne font pas forcément partie de la recherche. Et l'importance aussi de l'interdisciplinarité. Et souvent, on parle d'interdisciplinarité, c'est quelque chose qu'en recherche, il faut de l'interdisciplinarité, mais il manque quelque chose, et il manque des personnes pour articuler cette interdisciplinarité. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un physicien avec un biologiste pour qu'ils se comprennent. Il faut des personnes qui communiquent, qui comprennent aussi ces différentes échelles, ces différents dialogues, ces personnes qui parlent plus physique, plus chimie, des personnes qui sont dans l'informatique. Et il y a besoin de nouveaux rôles, je pense, et de nouveaux rôles dans tous les domaines, d'articulateurs, de personnes qui ont peut-être une vision de cette complexité, qui sont plus en lien avec la société aussi, et qui puissent aussi aller plus dans le détail et parler à des personnes qui sont plus spécialisées. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Merci, tout à fait. C'est terminé pour nous. On continuera toute la journée.